À 7000 km de Paris, la Guyane est le plus grand département français. Près de 85 000 km² de forêt tropicale amazonienne, propice à d'insoupçonnables découvertes. À un coup de pirogue de Regina, Olivier nous fera découvrir les secrets de son chocolat amazonien. Dans la palmeraie de Matiti, les fruits du Wasaï offrent à Daniel un objet de recherche juteux. À Makuria, Pierre, l'éco-concepteur, transforme les déchets en objets de décoration. Au bord du fleuve Maroni, la petite communauté d'Elvis fait revivre son identité amérindienne. Dans les forêts littorales, les oiseaux sont la prunelle des yeux d'Alizé qui cherche à les protéger. Près de Sinnamary, le manioc fait le couac et les belles histoires de Marie-Louise. Direction le cœur de la jungle avec Lionel qui depuis 20 ans vit dans la canopée. Enfin, près du lac de Petit-Saut, les araignées qu'étudie Christophe et les fourmis de Vincent ont des propriétés étonnantes. Notre première étape va nous emmener dans l'est de la Guyane, des rives atlantiques à celles de la Prouague, puis dans la région de Makuria. Sur une plage près de Cayenne, face aux éléments, Yannick a trouvé un terrain idéal pour la pratique d'un art martial typiquement guyanais. Le Djokan, c'est l'Amazonie. Le Djokan, c'est la Guyane. Tout ce que je vois autour de moi, tout ce qu'il y a de plus beau de la Guyane. La Guyane est une terre sacrée, est une terre riche, que ce soit au niveau de sa faune, au niveau de sa flore, au niveau de sa population. On parle de diversité culturelle, on est en plein dedans. En réalité, le Djokan est le fruit de 10 années de recherche effectuées à travers toute la Guyane par Yannick, un spécialiste des arts martiaux. 10 années pour reconnecter des pratiques modernes et des traditions guerrières pluriséculaires. Les principes du Djokan ont été construits par les lois de la nature. Nous avons la fluidité, l'adaptabilité, en toutes circonstances, en toute épreuve. La mobilité, mobilité par la création du mouvement, par le rythme que cela engage. Que ce soit au niveau d'un rythme tambouriné, d'un rythme respiratoire, d'un rythme cyclique de la vie. Et c'est ce que je ressens quand je suis là, avec vous. C'est cette vibration. Il ne faut pas oublier que ce sont des techniques ancestrales, bien plus anciennes, je dirais, que la période esclavagiste, bien plus ancienne que, je dirais, la période de la conquête de l'Amérique du Sud. Il faut savoir que j'ai retrouvé des techniques ancestrales du côté des Amérindiens, des Noirs marrons, des descendants des esclaves, et c'est cette fusion. Le Djokan, il s'adapte avec son temps, il s'adapte avec son environnement, avec les mentalités, avec les personnes. J'ai travaillé en collaboration avec des chefs coutumiers, j'ai travaillé avec des chamans, des guérisseurs. Chaque témoignage, chaque démonstration, chaque légende ou conte, chaque trouvaille est une pièce à ce puzzle Djokan. Le Djokan est un patrimoine vivant. C'est une histoire. Je dirais c'est toute l'histoire de notre pays. Mais c'est aussi l'histoire de chacun. Djokan signifie en éveil. Le Djokan, il m'apporte cet éveil-là, il m'apporte ce lien entre l'homme et la nature. Je ne pourrais pas vous présenter le Djokan autrement que chez lui. Et chez lui, c'est ici. C'est pour moi un héritage. C'est un héritage et c'est un hommage à ma Guyane. C'est ce qu'il y a de plus pur de ce que dégage pour moi la Guyane. Qu'il se pratique à main nue ou avec des armes traditionnelles amérindiennes, le Djokan a fait depuis 2010 des adeptes dans une douzaine de pays étrangers. Nous laissons la côte atlantique pour remonter le fleuve Aprouague, l'un des principaux cours d'eau de Guyane, jusqu'au village de Regina.
Situé à mi-chemin entre Cayenne et la frontière avec le Brésil, ce petit bourg de 900 habitants est la deuxième commune de France par sa superficie. 12 000 km², soit 4 fois et demi la taille du Luxembourg. Entre 1870 et les années 20, le fleuve fut largement sillonné par les orpailleurs qui se comptèrent par milliers. L'exploitation de la forêt a succédé à cette fièvre de l'or et offre à certains, comme Olivier, des trésors bien plus savoureux. La forêt, c'est un endroit magique. En tout cas, je m'y sens bien plus que dans la ville. Ça a été un rêve d'enfance, de vivre en forêt, de cultiver un petit bout de terrain, pêcher un peu. Voilà, la vie simple, la recherche d'un bonheur simple. Né à Cayenne, Olivier s'est lancé, voilà près de 15 ans, en forêt, dans une aventure un peu folle. Réhabiliter les arbres d'une ancienne plantation de cacao abandonnée au XIXe siècle. L'attirance que j'ai pour la forêt m'a amené vers Regina, donc un territoire peu peuplé avec des grands espaces sauvages. Donc j'ai quitté l'endroit où j'ai grandi pour m'installer dans cette région, sans savoir qu'un jour je ferais du chocolat. La plupart des arbres qu'on voit autour de nous, des petits arbres, ce sont des cacaoyers. Actuellement, il n'y a pas de fruits ou très peu. On est plus en période de floraison. On a un exemple de floraison et des débuts de fécondation, de fleurs fécondées. Donc là, on a les fleurs qui ne sont pas encore fécondées. Il faut imaginer de la fleur au fruit il y a 6 mois. Donc il faut attendre la moitié de l'année, une demi-année avant d'arriver à un fruit mûr. Donc là, actuellement, on va nettoyer un peu. Le fait que nous soyons en cueillette sauvage, il faut nettoyer. Il faut nettoyer parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière qui arrive au sol. Donc aménager le sous-bois, ça veut dire nettoyer, même abattre certains arbres, pas trop gros, mais pour faire des puits de lumière, pour que ça fleurisse davantage. Ce qui nous distingue aussi, c'est qu'on travaille sur d'anciens polders. Donc des polders, qu'est-ce que c'est? Ce sont des terrains inondables qui ont été travaillés pour que le sol puisse drainer. Et donc ça a été fait au XVIIIe siècle, abandonné au XIXe siècle, ça a duré une centaine d'années. C'est redevenu sauvage. Et donc c'est ce qui distingue aussi notre arôme. En général, dans le monde, les cacaoyers, ils sont plantés sur des collines, sur des sols qui drainent naturellement. Donc le côté terroir va aussi donner sa note à l'arôme. Le sol va influencer l'arôme. On prend l'exemple de la vigne, c'est capital. Et bien pour le cacao, c'est pareil. Ce choix de vie et cette passion du chocolat sont venus à Olivier lors d'un voyage initiatique au Brésil. Je me rappelle du jour où j'ai essayé de faire ce voyage. J'ai été invité à passer un séjour au Brésil, dans une réserve amérindienne, chez des Amérindiens qui sont Galibi Maraoun. Et donc c'est là-bas que j'ai trouvé l'amour, les enfants et cette passion chocolatière. Et donc là-bas, je me suis marié et j'ai appris à transformer le cacao de façon artisanale. Une dimension artisanale dont Olivier est fier et qu'il revendique pleinement dans son atelier de Regina. Pour la torréfaction des fèves de cacao, opération cruciale s'il en est, il utilise une platine en métal chauffée directement sur le feu, selon la vieille méthode amérindienne. C'est notre précieux, l'arôme du cacao. Le point d'orgue dans cette recherche de l'arôme, c'est la torréfaction. Donc là, c'est l'art du rayonnement, du feu pour obtenir l'arôme désiré. Le son des fèves, là, le crépitement, c'est lui qui me parle. La fréquence du crépitement, mais il me dit si c'est trop chaud ou pas. Et les torréfacteurs sont des magiciens, effectivement. Je veux dire, même avec des fèves assez moyennes, on peut faire de beaux chocolats.
juste avec la maîtrise de la torréfaction. On prend du plaisir, pas en le dégustant, mais en essayant d'atteindre un arôme parfait. C'est très rare de l'atteindre, hein, ça reste une utopie. Par contre, là où on prend beaucoup de plaisir, c'est de voir les gens prendre du plaisir quand ils dégustent notre chocolat, quoi. Je pense que la plus grande récompense, elle est là, quoi, de partager le plaisir. Ce que contient le cacao, ben, c'est beaucoup de magnésium. Le magnésium, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, ben, il détend. Et autre émotion qu'apporte le chocolat, c'est le plaisir. Donc, on a une molécule qui s'appelle la théobromine dans le chocolat, et bien, qui donne du plaisir tout simplement. Donc tout d'abord, on est détendu et ensuite, on prend beaucoup de plaisir. Le cacao a un pouvoir sur l'humanité qui touche la plupart des gens et touche dans leur âme, je pense qu'on veut dire même dans leur intimité. Lorsqu'on assiste à cette émotion, c'est magique, oui. Ça reste toujours un émerveillement, un plaisir de voir du bonheur chez les gens. Oui. Mon rêve ultime aujourd'hui, c'est de transmettre mon savoir-faire à mon fils. Donc j'attends que ça soit un peu plus grand et je lui passerai la main et construirai un carbet en bas pour vivre à plein temps au milieu des champs de cacao. La culture du cacaoyer a marqué jadis le territoire guyanais à tel point qu'il fut au XVIIe siècle la plante éponyme du village de Cacao, fondé aux abords de la rivière Comté. En 1977, Cacao accueillit 2000 ressortissants de la communauté Hmong, persécutés par le régime communiste qui avait pris le pouvoir au Laos 2 ans plus tôt. Tia en faisait partie. Tout ce que j'ai dans la tête, c'est que les parents disent qu'il faut fuir parce que c'est la guerre. On cherche à nous éliminer. On ne se pose pas de questions et tu suis les parents. Voilà, donc on a marché pendant 25, 26, 27 jours de Laos pour atteindre la frontière thaïlandaise. Et de là, on est resté 2 ans dans les camps. Arriver ici, bon, c'est vrai, c'est un confort, un soulagement. Plus de guerre, plus de bombardements. Quand on arrive dans ce pays-là, qui est évidemment la France, on nous remercie, dans un endroit abandonné, où c'est pas habité, où il faut tout recommencer à zéro. On s'entraide pour faire les premiers champs, premières cultures. Donc, si tout le monde s'y met, le travail se paye et la nourriture est tout de suite produite, quoi. Partis de rien et au prix d'efforts considérables, les Hmong sont devenus les premiers producteurs de fruits et légumes de Guyane. Leur nouvel an, fêté traditionnellement à l'époque de la Toussaint, est le grand moment festif de la communauté. Une manière aussi de rappeler à la 2e génération de Hmong guyanais qu'ils sont des ponts entre 2 cultures. Aujourd'hui, on oblige les jeunes de garder et de continuer la terre. Mais tous les gens qui sont nés en Guyane, ils ont fait l'école comme les jeunes Français, comme les jeunes Guyanais. Ils se sont déjà Guyanais. Effectivement, l'enveloppe n'est pas guyanaise, mais tout l'esprit est guyanais. Mariée à un Français d'origine, Tia reste très investie dans la transmission du patrimoine culturel Hmong, sans craindre une certaine forme d'acculturation. Pour moi, c'est important d'inculquer la tradition et la culture aux jeunes. Bon, maintenant, tant que les anciens existent, sont encore en vie, on réussira à la sauvegarder. Et petit à petit, je pense que ça va disparaître.
Au nord de Cacao et de Regina, entre la forêt et l'océan, se trouve une vaste étendue de marais littoraux, les marais de Caux. Sur près de 100 000 hectares de savanes flottantes classées en réserve naturelle, les marais offrent un refuge à de nombreuses espèces d'oiseaux, batraciens et autres reptiles. Jadis exploitées pour diverses plantations, sans grand succès d'ailleurs, ces terres sont retournées aujourd'hui à l'état sauvage. Du côté de Matiti, en revanche, la culture des palmiers se porte bien. Une satisfaction pour Didier, phytochimiste passionné. Quand on est gamin en Guyane, on est envahi, avec le côté positif du terme, on est entouré d'une nature exubérante. Et c'est vrai que c'est difficile après de s'en séparer. Donc moi, c'est vrai que j'ai été très vite passionné par la nature. Et je ne savais pas encore que j'allais travailler un peu plus tard en faisant de la chimie des plantes. Ce que je voulais, surtout ce qui m'intéressait, c'était faire de la chimie. Et après, je me suis dit, de toute façon, en Guyane, c'est vraiment une pharmacie à ciel ouvert. Et puis, c'est une terre de jeu. C'est une terre de jeu du point de vue scientifique, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de plantes qui n'ont pas livré leurs secrets. Et ça me fait du travail, un agréable travail pour quelques années. Spécialiste des palmiers, Didier travaille depuis des années à la valorisation des principales essences guyanaises. De tous les palmiers amazoniens, le Wassaï, on va dire, ce serait le palmier que j'affectionne par rapport à l'image qu'il véhicule. C'est une image d'Amazonie, de nature, de profondeur, de saveur. La particularité de ce champ, c'est qu'on a des Wassaï qui sont nains, donc c'est une espèce hybride qui a été sélectionnée pour y avoir accès, tout simplement, puisque à l'état naturel, ce sont des plantes, puisque les palmiers sont des plantes et non des arbres, qui font entre 10 et 15 mètres de hauteur. Donc là, on est sur une altitude un peu plus basse, ce qui permet une récolte beaucoup plus facile. C'est un palmier qu'on retrouve partout, qui pousse très rapidement et qui produit toute l'année. C'est vraiment un bel exemple de ce qui peut être issu de l'Amazonie. On a cette chance en Guyane d'avoir sur le territoire de nombreuses communautés, des peuples autochtones qui nous ont beaucoup aidés et qui nous ont beaucoup orientés au niveau des pistes d'investigation. Ces populations utilisent traditionnellement pour s'alimenter ou pour se soigner des plantes ou des parties de plantes. Et c'est vrai que ça constitue pour nous une base très intéressante de travail. On est clairement dans une logique de valorisation. En tout cas, moi, dans ma philosophie de travail, je cherche à valoriser tous les éléments de ma nature environnante, ma nature amazonienne, pour la création de produits amazoniens, donc guyanais, et donc participer au développement économique de ma région. Dans son laboratoire, Didier travaille aussi bien sur la conservation du nectar de Wassaï que sur les possibles vertus antioxydantes ou anticancéreuses des palmiers. Nous, scientifiques, dans les laboratoires, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est valider des savoir-faire ancestraux. C'est-à-dire qu'on n'a rien inventé, simplement on cherche à valider des données qui nous ont été transmises par des populations qui étaient là avant nous. Et on essaie de démontrer que ces populations avaient raison par des preuves scientifiques de façon à ce qu'on ait une valorisation, un développement industriel ou pour l'économie locale, à petite échelle ou à plus grande échelle, et une reconnaissance, ce qui est important pour nous, vraiment le mot reconnaissance, pour ces populations. Je suis qu'un élément, un maillon de la chaîne qui va de la connaissance à la valorisation, la transformation. Je suis content de faire partie de cette chaîne et cela me motive vraiment de participer à cet ensemble qui est présent en Guyane. Sur la route de Makouria, dans son atelier d'artiste et d'éco-concepteur, Pierre, lui, transforme les déchets. Mes inspirations premières, elles émanent de voyages que j'avais faits en Afrique.
J'ai un peu pris ce virus du recyclage en Afrique. Il y a une capacité et une nécessité en Afrique de recycler parce qu'on n'a pas moyen de faire autre chose. Notre matière première, elle est très très variée. En fait, je passe du bois au caoutchouc, au métal. Ça me remet en question à chaque fois. Je pense que si j'étais toujours en train de faire de la menuiserie en bois, au bout d'un moment, je me tasserais. Alors ça, c'est une poudre qu'on a faite avec du charbon de sciure. Alors, dans le recyclage, quand on travaille nos pièces, on a forcément des belles matières au départ, et puis après, les déchets ils deviennent de plus en plus petits, en fait. On a une énorme plaque de bois, on a une demi-plaque, un quart de plaque, et au bout d'un moment, on a quasiment plus rien. On réutilise nos déchets, on réutilise ceux des autres, et on va de plus en plus loin. À chaque fois qu'on utilise un déchet, on régénère un autre déchet, et ce déchet-là, généralement, il est plus petit, et puis de plus en plus. Au bout de la chaîne, on s'est rendu compte qu'on arrivait à utiliser des poussières, des particules, qu'elles étaient toutes différentes en fonction des matières dont elles étaient originaires. On ne doit pas avoir 1% de déchets chez nous dans nos productions. L'endroit où on travaille la soudure, on récupère les déchets de soudure qu'on brûle dans un premier temps et qu'on refait rouiller. Et elle nous redonne un oxyde de fer, en fait, qui est carrément un pigment et qu'on peut remélanger. On ne trouve pas du tout l'origine, en fait, de ces matières-là. Quand on regarde la pièce, on est à milieu d'imaginer que c'est le dernier des résidus de la cendre ou du charbon ou de la terre qu'on a pris dans le jardin juste derrière. Le lamellé-collé de contreplaqué, en fait, c'est une technique qu'on a développée dans l'optique de partir en Afrique faire un centre d'artisanat et où on a besoin de matériaux simples, de techniques peu complexes, d'ateliers sommaires. Et ça s'y prête bien. Ça permet de faire une gamme de mobilier qui va de la chaise à la literie, à l'étagère, très très complète, mais avec des matériaux très simples. Parce qu'autant en Afrique, il y a beaucoup d'inventivité, il y a une capacité de recycler. Malheureusement, il y a une difficulté à passer dans un produit plus contemporain. J'ai la possibilité de donner un petit coup de pouce à une toute petite échelle, mais c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Le fait d'être en Guyane, ça simplifie des fois les choses. Il y a très peu de plasticiens, il y a très peu de gens qui font du mobilier contemporain en Guyane, donc on fait vite sa place et on arrive à en vivre. Le problème des plasticiens, c'est de réussir à vivre de sa création, sinon on étouffe la bête. Nous partons pour le nord-ouest de la Guyane, direction le pays des Amérindiens Kalinia, entre les fleuves Maroni et Mana. Premier fleuve guyanais par l'étendue de son bassin versant, le Maroni marque la frontière administrative avec le Suriname voisin. Une frontière naturelle qui n'en est pas une pour les Kalinia, l'une des principales ethnies amérindiennes vivant en Guyane et sur toute la côte caraïbe de l'Amérique du Sud. Sur les 10 à 20 000 Kalinia qui subsistent sur le continent, on en compte environ 3 000 en Guyane. La plupart habitent la commune d'Awala-Yalimapo, l'un de leurs territoires historiques, constitué de petits hameaux comme celui d'Ayawandé. C'est là que vit Elvis. Je suis fier parce que je suis une Kalinia des Amériques du Sud, des Guyanes françaises. Ici, en Guyane, il y a des richesses. La mer, la forêt, et puis la terre. Si on n'a pas de terre, on est perdu. Si certains, comme Elvis, ont un emploi rémunéré, de nombreux Kalinia continuent à vivre d'activités traditionnelles valorisant l'autoconsommation grâce à la transformation des ressources locales. Les baies de Wassai, notamment, leur servent à la fabrication d'une boisson très riche en vitamines, en graisses et en oligo-éléments. Vivre ici,
c'est naturel. C'est pour ça qu'on aime bien vivre ici, à Yaoundé. Ce mode de vie coutumier ne va pas toujours de soi. Quand j'étais plus jeune, je suis un garçon qui n'aimait pas les traditions. C'est-à-dire que quand ma mère allait danser dans une fête traditionnelle, moi, je n'aimais pas du tout, du tout. Devant l'effacement de certaines de ses traditions, Elvis a pourtant décidé de réagir. Je voyais que la tradition s'est disparue au niveau tambour, au niveau tambour. Et puis c'est pour ça que j'avais dit, il faut qu'on forme un groupe traditionnel. Des traditions, c'est important pour nous. Autour du tambour Sandpula et de la musique ressuscitée s'agrègent d'autres savoir-faire anciens, comme les peintures corporelles et la danse, qui tous ensemble fonctionnent comme un ciment identitaire pour le groupe. Chez les Kalignans, chez nous, quand les gens dansent devant nous, c'est ça qui me donne de fortes émotions. Il faut vivre avec le monde. C'est pas parce qu'on est un Kalignan, on va rester chez nous simplement. Non, c'est ça notre objectif. Il faut aller devant. Il faut participer au monde à notre façon. Une participation qui passe entre autres par la popularisation des musiques Kaligna auprès d'un plus large public. Comme dans le reste du bassin amazonien, l'espace en Guyane peut sembler une ressource inépuisable. Étalée à perte de vue, la forêt recouvre ici le territoire à plus de 95%. Une forêt tropicale humide qui reste l'une des plus riches et l'une des moins écologiquement fragmentées dans le monde. Un écosystème véritablement exceptionnel où s'épanouissent des dizaines de milliers d'espèces végétales et animales. Une nature qui coule dans les veines d'Alizée, une jeune ornithologue. La forêt, pour moi, ça a vraiment toute une symbolique. Un endroit assez majestueux, impressionnant. Je suis née en Guyane, j'ai vécu mes 7 premières années en forêt, et en pleine forêt, on n'avait pas d'électricité, on n'avait rien, on dormait dans un hamac, on avait 4 poteaux et un toit. Il y avait cette relation nature qui était très profonde en fait. On vivait, on dépendait, on chassait, on pêchait pour manger. Oh, un merle! Bah, en plus, je crois que c'est le merle qui nous intéresse. Attends. Mon objectif, c'était de pouvoir revenir ici et pouvoir avoir un métier qui était en lien avec la forêt ou avec la nature. J'ai réussi à trouver un travail au sein du GEPOG. Il s'avère que c'est une association qui s'occupe principalement des oiseaux. En fait, ils m'ont montré une autre vision ou une autre manière de voir la nature. Le GEPOG participe à un programme européen baptisé NetBiome. Dans ce cadre, il étudie l'impact de la fragmentation des espaces naturels sur différentes espèces d'oiseaux. En Guyane, cet enjeu est crucial, car l'évolution de la population humaine, en très forte croissance depuis une trentaine d'années,
impose un aménagement du territoire toujours plus important sur la bande littorale. L'impact écologique du morcellement forestier est beaucoup plus profond qu'on le soupçonne. Et pour bien conseiller les aménageurs publics, il faut d'abord bien connaître le comportement des oiseaux. Les oiseaux, il y en a en haut, en bas, en sous-bois, il y a des rondes, des espèces qui vont se mettre ensemble pour pouvoir manger. Dans ces rondes-là, tu vas avoir des espèces qui vont manger plutôt les insectes, d'autres qui vont manger plutôt les fruits, et puis vont avancer ensemble. C'est une autre manière de voir la nature avec un regard un peu plus scientifique, un peu plus d'observateur. Une fois capturés, les oiseaux sont transférés dans des pochons pour qu'ils se calment. Alizé et Niels, le responsable, effectuent ensuite des relevés de taille et de poids. Sexe, âge indéterminé. Gros colibri de forêt. 81 de rétrice externe. 45 nœuds. En Guyane, les oiseaux, ils sont très très mal connus. L'intérêt de tous ces travaux, c'est vraiment de pouvoir essayer d'apporter des informations, des éléments de réponse. On doit tellement rapidement trouver des solutions face à l'explosion démographique. Notre objectif, c'est de s'assurer que les résultats qui seront réalisés par les chercheurs puissent ensuite servir concrètement aux décideurs ici en Guyane. Freedom. Freedom. Les environs de la petite ville de Mana sont un bon exemple d'aménagement du territoire, agricole tout du moins. Des polders gagnés sur les marais littoraux ont permis l'installation de rizières qui fournissent l'essentiel de la consommation guyanaise. Mais le riz n'est pas la seule spécificité de Mana. Son centre d'art, créé et dirigé par Patrick, enseignant et plasticien, est un lieu de création et de rencontre original. Ce lieu, au départ, ce n'est qu'un atelier d'artiste où je dois pouvoir travailler, qui se prolonge en un lieu beaucoup plus accueillant, qui devient public, qui pour l'instant, je pense, est en train d'imprégner assez fortement le territoire. On expérimente au centre des situations pédagogiques avec les enfants, hors la classe et ensuite dans la classe qu'on restitue aux enseignants, en tenant compte des situations artistiques et esthétiques guyanaises. On est dans un petit centre de recherche comme ça, avec un groupe d'enseignants soutenus par l'inspection. Et on met tout ça en place depuis longtemps maintenant. Et les enfants, bon, donc, nous on les utilise un peu pour expérimenter tout ça. Donc ils sont créateurs, c'est eux qui lancent ces nouveaux processus expérimentaux de pratique pédagogique. Les premiers publics sont les publics scolaires. Moi, je suis enseignant, donc on retourne à l'école. L'école vient ici et les artistes vont à l'école. Donc, il y a cet échange avec les scolaires qui sont 80% de la population. Donc, c'est un gros enjeu. Et moi, je suis plasticien, créateur, et donc nourri de tout ça, avec ces échanges, je formule des créations, je formule des œuvres, des ouvrages, des façons de penser l'art, de penser la création. Arrivé il y a une vingtaine d'années à Mana, Patrick s'est rapidement intéressé aux différentes formes d'art et d'artisanat local. Dans la foulée, il a créé l'association Chercheurs d'art, vouée à révéler et à valoriser le patrimoine artistique de l'ouest de la Guyane, souvent méconnu. L'idée étant aussi de l'inscrire dans une dynamique économique sans discrimination entre artistes et artisans. Ils sont perçus comme des artisans faisant de l'art ethnique, puisqu'ils appartiennent à des communautés référencées, alors que pour moi, c'est des gens comme d'autres, on a la même pratique, on a les mêmes inspirations, les mêmes motivations, on a beaucoup de choses en commun. Donc je ne me pose pas ces questions. Par contre, ils ne s'intitulent pas artistes, ils produisent, c'est tout. Ils sont des créateurs. La différence est là, je crois, la différence du statut. Avec certains d'entre eux, Patrick développe une œuvre collaborative.
L'histoire du poisson tatoué, c'est un long cheminement entre un travail très perso, mais toujours partagé avec les camarades avec qui je travaille. Je travaille avec 200, 300 créateurs dans la grande région ici. Donc le tatoueur est issu d'une prestigieuse lignée de potières, de femmes qui ont un corpus graphique fondamental, très important. Donc après, ça va aller plus loin avec des poissons vivants tatoués. On s'attaque à ça bientôt. On reste dans le ludique, ça nous amuse beaucoup. Personne ne se prend la tête. Ils ont d'autres activités. Les artistes, les artisans sont agriculteurs en général. Donc des femmes, des hommes qui ont des activités importantes, mais pour qui ce n'est pas l'activité principale. Alors ils sont connus dans le quartier, dans le village. On sait qu'un tel fait vraiment les plus belles sculptures, où les peaux sont reconnues, on vient chercher de loin. Il y a encore un marché interne à la communauté. Ce n'est pas que des produits qui sont vendus comme ça pour le tourisme ou pour les amateurs venant d'ailleurs. Le centre est un outil fondamental, incontournable pour dire tout ça, pour le montrer. Nous terminons notre itinéraire au centre de la Guyane, où depuis Sinnamary, près de la côte, nous nous enfoncerons dans les profondeurs de la forêt équatoriale. Comme souvent en Guyane, villes et villages prennent le nom du fleuve ou de la rivière qui les baigne. Sinnamary ne fait pas exception. C'est dans cette petite bourgade, où elle est née, que Marie-Louise récite ses contes du manioc, en créole et en français. Bon matin, moi, la bâtie. Tout ça veut bon matin, moi, la bâtie. Moi, j'ai 5 personnes qui sont. Là, non, il va bâtir. Piquant. Piquant, il te gagne piquant tellement. Moun qui te gagne chat, toutes ses jambes crochées. Même moi, même qui te gagne robe, moi jambes crochées. Ça qui sauve à ça qui te gagne grand pantalon. Mais si à part ça, tout le monde les jambes te déchirées que piquant. Cric, crac. Parce que si nous pas mettre grand pantalon, nos jambes sont déchirées. Un jeune laboureur doit venir ses enfants et leur dire travaillez. Prenez, rabourez, cultivez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Mais il faut travailler la terre. C'est belle, hein? Dans son abatis, Marie-Louise continue de cultiver le manioc, qui reste la base de l'alimentation pour de nombreuses communautés rurales en Amérique du Sud. Dans son atelier de Sinnamary, Marie-Louise, par ailleurs figure du folklore et du conte créole guyanais, transforme la préparation du couac, la semoule de manioc, en une petite fête. Quand on fait le maillot pour bûcher le manioc, il y a beaucoup de grandes personnes. Voilà, petit le rire, le chant, des blagues, comme on dit en créole. Faire des petits cancans, de parler entre nous. Ça, c'est quelque chose qui se fait dans la bonne humeur, quoi. Oui, la lettre. Je l'ai mis dans son verso. La culture du manioc est très difficile, mais quelque chose d'utile. C'est avec le manioc qu'on gagne nos pains quotidiens. Là, on n'a plus besoin d'un homme pour donner de l'argent, pour faire ceci, pour faire cela. Dès que j'ai mon manioc, je fais mes affaires. J'ai l'habitude de le manipuler, je le fais comme je veux. Je fais de la cassave, je fais mes cispas, je fais mes cassaves apéritifs aux crevettes, au fromage, au sésame, au coco. Ça, c'est de l'ambiance. Sur le côté, tambour, malédiction, l'amitié, pas son manger. La transmission, c'est très important. Il faut que les jeunes reprennent la relève, reprennent le flambeau pour pouvoir travailler après. Si les grands sont partis et il n'y a pas de jeunes, la tradition, c'est fini. Après, on n'aura rien à manger, il faut qu'on aille acheter chez ceux qui cultivent. Même maintenant, personne ne veut cultiver le manioc. C'est trop fatigant. Il y a beaucoup de travail. La jeunesse, c'est ce qu'ils aiment. Hein? Prendre le petit panier, arriver au supermarché, prendre leur chariot, aller faire leurs courses.
Et puis après, il te dit le quoi est cher. Mais moi qui cultive le manioc dans la forêt, avec les épines, dans le soleil, et je vois l'utilité de travailler pour donner à manger aux autres. Et eux, ils voient l'utilité, c'est simplement d'aller au supermarché, d'acheter. Ah, le combat n'est pas facile. C'est pas facile le combat. Mais il faut tenir bon jusqu'au bout. Du fleuve Sinnamary, nous glissons vers un autre fleuve éponyme, le Kourou, qui arrose la commune abritant le célèbre pas de tir de la fusée Ariane. Ce n'est pas vers l'espace, mais vers l'intérieur de la forêt que le fleuve va nous mener. Dans un endroit, comme tant d'autres en Guyane, uniquement accessible en pirogue. Lorsque la route s'arrête, à 20 minutes en voiture de Kourou, il faut encore 2 heures de navigation à Lionel pour regagner son Carbet. Un choix largement assumé par cet aventurier philosophe. Bon, quand on a 20 ans, on croit que la vie est éternelle. Ça fait déjà 20 ans que je suis là. Il faudrait avoir plusieurs vies pour réaliser tous ses rêves. Lorsque je suis arrivé, on m'a prêté un canoë, une 22 long rifle, puisqu'ils savaient que j'étais là pour aller vivre dans la forêt. Donc là, il y avait un côté vraiment, oui, c'était magique, fantasmagorique même. Le mystère prenait une plus grande place qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon environnement. Il y a des choses que j'ignore, des choses que je sais, des questions auxquelles je n'ai toujours pas de réponse et j'en aurai probablement jamais. Le côté fantasmagorique c'est un peu évanoui, mais ça reste l'aventure du quotidien. Voilà donc près de 20 ans que Lionel s'est installé au cœur de la forêt. Il y a construit au fil des années différentes plateformes et cabanes dans lesquelles il accueille aujourd'hui les voyageurs qui le désirent. Autodidacte, Lionel s'est inspiré des techniques amérindiennes pour élever ses carbets, parfois à près de 40 mètres du sol. Les toitures, en particulier, exigent beaucoup d'entretien. Exposées aux fortes pluies tropicales, les immenses feuilles de palmier doivent souvent être remplacées. Le but de Lionel est de faire partager l'expérience de la forêt et de sensibiliser le public à sa protection. Bon, depuis 20 ans que je suis là en forêt, j'ai appris beaucoup de choses, mais c'est comme un entonnoir à l'envers. Plus on reste, plus on se rend compte qu'on sait rien. Plus on se rend compte qu'il y a à apprendre. Les interactions entre espèces, entre végétaux ou entre végétaux et bactéries, entre bactéries entre elles, entre animaux. Les fourmis champignonistes, par exemple. Il y a des fourmis ici qui cueillent des bouts de feuilles et qui les ramènent à la fourmilière pour fabriquer du compost avec. Et sur ce compost, elles cultivent un champignon dont elles se nourrissent. Mais depuis quand ça dure? J'imagine qu'elles ont trouvé, par coïncidence, voilà, un humus tout près et des champignons qui poussaient dessus, et elles l'ont mangé. Mais à quel moment elles ont eu l'idée de le mettre en culture elles-mêmes? La nature sera toujours plus forte que nous. Même si on avance et qu'on apprend à découvrir son mode de fonctionnement et ses règles, plus on en sait, plus on se rend compte qu'il en reste à découvrir. La canopée, c'est les jardins suspendus de Babylone. C'est là-haut qu'il y a le plus de vie. Ici-bas, c'est sans arrêt la concurrence pour la lumière. Tout le monde cherche à arriver là-haut.
l'Amazonie, même si elle semble similaire, elle est différente partout. Je ne me lasse pas de contempler la canopée et la cime des arbres depuis les points d'observatoire, même si ça fait 15 ans, même plus, que je suis là à encadrer des groupes là-haut dans les arbres. La vue est toujours différente là-haut. La lumière est changeante, les arbres évoluent, poussent, il y en a qui tombent, il y en a qui sortent, il y en a qui émergent. Quand dans les embouteillages, il y a plein de voitures de la vie d'aujourd'hui, s'il y a une voiture des années 50 perdue au milieu, elle dénote, on la repère tout de suite, c'est pas normal. Donc à force de s'habituer à ce qui est normal, on finit par vous déceler ce qui est exceptionnel. Il y a des gosses qui rêvent de devenir Brad Pitt et d'autres qui rêvent de devenir astronaute et pilote de chasse. La vie est faite pour ça. On vit trop peu, ça dure pas longtemps pour se faire chier à travailler pour gagner de l'argent uniquement et cotiser pour la retraite, quoi. À quelques kilomètres du fleuve Kourou s'étend l'immense lac de retenue de Petit Saut. Avec ses 365 km², c'est le plus grand lac artificiel de France. Son aménagement a nécessité l'engloutissement d'un vaste territoire forestier. La décomposition des matières végétales immergées a hélas généré une importante pollution de l'eau, déjà souillée par les rejets de l'orpaillage. Un rééquilibrage écologique est en cours. Les alentours restent toutefois extrêmement riches en espèces. Une biodiversité qui peut prendre des visages plus ou moins appréciés. Pour Christophe et Vincent, deux scientifiques passionnés par les petites bêtes et leurs secrets, fourmis et araignées sont au menu. Je suis chimiste. Ici, dans ce milieu naturel extraordinaire, je m'intéresse à la chimie des substances naturelles. On est vraiment à la frontière entre l'écologie et la chimie. On est obligé de tirer profit de toutes les connaissances accumulées par les écologues pour pouvoir comprendre au niveau chimique comment ça marche, la nature, et notamment les fourmis, pour ensuite identifier des mécanismes qui pourraient servir dans le domaine biomédical. La fourmi, elle a plusieurs types de défense. Elle a notamment des venins, elle peut se défendre en piquant. Et puis elle a des défenses qui sont issues des micro-organismes qui vivent avec elle en symbiose. Que ce soit sur la cuticule, c'est-à-dire la carapace, ou à l'intérieur de la fourmi. Et donc ces micro-organismes, ils la défendent contre des champignons, des parasites. Et nous, on va chercher spécifiquement ces interactions, essayer de les comprendre et essayer de s'en inspirer pour identifier des molécules qui pourraient être intéressantes pour les médicaments de demain. Vincent, lui, est un peu le monsieur araignée de Guyane. Parmi ses axes de recherche figure la détermination puis l'utilisation d'espèces prédatrices contre certains insectes nuisibles dans l'agriculture. Cette araignée, c'est une Phonotria. Elle a des petits points blancs sur l'abdomen et puis elle a surtout ce masque, donc ces deux bandeaux noirs qu'elle a sur la tête. Elle a un venin très puissant et dangereux pour l'homme parce que en fait, ses proies favorites sont des petits mammifères. Donc elle a adapté son venin aux mammifères et comme nous sommes des mammifères, on est sensible à ce venin. C'est une Camponotus et elle, c'est une fourmi qui n'est pas agressive. Par exemple, elle n'a pas de mandibule, elle n'a pas de dard, donc elle ne mord pas et elle ne pique pas. Par contre, elle a d'autres défenses qui lui permettent de survivre ici en forêt. Et elle va nous intéresser spécifiquement parce que ces défenses pourraient être la source de molécules intéressantes. Parce qu'elle arrive à survivre dans un climat, dans un contexte où il y a énormément de micro-organismes, des pathogènes, c'est-à-dire des champignons, des bactéries qui peuvent attaquer le nid, attaquer la reine. C'est pour ça qu'elle fait des associations spécifiques avec certaines bactéries. La Theraphosa blondi, on la trouve que sur le plateau des Guyanes. Elle a deux systèmes de défense. Donc elle a d'abord les polyurticants que l'on voit derrière, ici.
en grattant ses poils avec ses pattes arrière et en les lançant donc, en direction de la victime. Et puis ensuite, donc, ces gros crochets devant. Donc c'est une mygale, donc ces crochets mordent du haut vers le bas. Ça fait 2 ans que je me forme en fait à la chimie des substances naturelles. Et c'est vraiment très stimulant parce que je suis tout le temps en contact avec des chercheurs, des biologistes, des écologues qui nous poussent à proposer des concepts scientifiques. On a la chance en fait qu'une partie de notre laboratoire, ça soit la forêt amazonienne. On a l'habitude de revenir en laboratoire en mettant la blouse, les lunettes et les gants. Mais ici, notre laboratoire nous oblige à porter des bottes et avoir des machettes pour passer dans la forêt. Pièce maîtresse de l'ensemble industriel de Petit-Saut, le barrage fournit aujourd'hui les 3/4 de l'électricité consommée en Guyane. Une facette moderne de ce territoire aux ressources naturelles exceptionnelles sur laquelle se referme notre détour en Amazonie.